Alors, c'est vrai que la question est un petit peu surprenante parce que moi, j'avais envie de répondre comme un juif, c'est-à-dire par une autre question, mais ça n'aurait pas été sympa, mais je vais quand même le dire. Est-ce que véritablement, c'est une question qui nous préoccupe? Et c'est vrai que quand j'entends cette question, pour reprendre l'expression actuelle, moi personnellement, je pense que cette question, en tout cas, moi, ne me concerne pas. Je vais raconter une histoire. C'était comme ça une fois un groupe de personnes à l'époque où vous aviez la problématique de savoir qui est juif. Vous savez qu'au début de l'État d'Israël, eh bien, la question de qui est juif a été posée avec beaucoup de force parce que ça allait déterminer beaucoup de choses dans l'avenir de ce lieu. Et il y a eu donc un petit peu partout des définitions. Ben Gurion a demandé en effet à des poètes, des philosophes, des scientifiques, des rabbins, quelle était leur définition. Et on raconte qu'un jour, dans une synagogue ashkénaze, je continue à assumer ma négritude, eh bien, on a comme ça tout un groupe qui sont en train de discuter, oui, non mais lui il pense, etc. Et puis alors ça discute. Puis un vieux juif comme ça qui arrive et qui entend cette discussion. Et puis, à un moment, il dit comme ça, il dit « Aïd Isaïd !» Mais un juif, c'est un juif. Alors, on va évidemment se poser la question, non pas de ce que c'est un juif, mais je crois qu'en amont, il serait important d'abord de se dire, est-ce que nous sommes prêts à assumer ce que nous sommes? C'est-à-dire, avant tout, un membre du peuple d'Israël, et non seulement de l'assumer par rapport au monde, mais par rapport à l'exigence que c'est censé créer par rapport à nous-mêmes. Vous savez que tu parlais de français, de confession israélite, ou certains disent de confession mosaïque. On s'appelle quand même des juifs. Un juif, c'est un Yehudi. Et un Yehudi, ça vient tout simplement de la racine Huda'a, qui veut dire reconnaissance. Mais dans la double acceptation du terme, il y a à la fois être capable d'exprimer sa reconnaissance et en même temps de reconnaître, c'est-à-dire d'accepter à un moment de se confronter à quelque chose et d'en tirer les conclusions que l'on doit en tirer. Yehuda, qui est un des 12 fils de Jacob, on va le mettre un moment face à une situation dans laquelle il semble en tout cas qu'il était en mode échec. Va yomer Yehuda tzadka mimeni. Et Yehuda dit, au fond, elle a eu raison, et quelque part j'ai eu tort. Au moment où il dit cela, il reconnaît qu'il a sans doute fait une énorme erreur dans un domaine qui est très borderline, je ne vais pas rentrer dans les détails. Quelque part, il est en train de se suicider. C'est à ce moment-là où, justement, il va s'inscrire comme étant celui qui va amener la lignée du Messie. Traduit de manière différente, se définir, c'est avant tout quelque chose qui va nous permettre de comprendre ce que cela implique. C'est la dimension impliquante de ce que je suis qui est fondamentale. Et c'est vrai que je me suis souvent interrogé sur ces différentes terminologies, juifs de confession mosaïque, français de confession juif, français, etc., tous ces termes. Et quelque part, pourquoi est-ce qu'on cherchait sans arrêt à dire ce que l'on est? Parce que si je le dis, je le définis. Si je le définis, ça me permet d'être ce que j'ai envie d'être et non pas d'accepter ce que je dois être. Quand cet homme Yaïd Isaïd, c'était juif, point barre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, lorsque l'on se retrouve en Israël, alors on va se poser la question, mais je suis quoi? Le Rav Kook, entre autres, et c'est basé sur des enseignements qui eux-mêmes ont leur source dans ce qu'on appelle la Kabbale, terme très générique, explique et dit que, eh bien, le peuple juif va se retrouver en exil. Et l'exil sert à quoi? Non pas juste à révéler ce que l'on est dans la confrontation à un monde qui a priori est inadapté, parce que c'est ça la première fonction, mais à aller, et j'utilise très clairement ce terme,
récupérer la génialité des peuples pour pouvoir l'inscrire et l'intégrer dans le peuple juif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque peuple a une génialité, a une singularité. Et on ne peut pas à un moment faire abstraction, vivre à l'intérieur d'un univers, c'est découvrir sa génialité et se l'approprier. La génialité, quand vous vous l'appropriez, vous ne l'enlevez pas à l'autre. C'est comme le savoir. Et au fond, être français, c'est quoi? Être français en Israël, c'est être capable de ne pas être dans une forme de classification des genres dans lequel il y a le juif A, le juif B, le juif C, le juif D, le juif W. C'est être capable d'être cette révolution intérieure qui correspond tellement à l'esprit français, même si aujourd'hui ça s'est un peu atténué, d'une forme de remise en cause de soi et de mouvement. Et je crois que c'est ça, au fond, ce qui va nous définir. Cette capacité d'amener ce que la France, Dulce France, pays de mon enfance, dirait l'autre, possède au niveau de son essence. Tout d'abord, Tzorfat Milachon Tsirouf. Tzorfat, la France, c'est Tsirouf. Tsirouf, c'est l'association. Et je crois que la singularité du judaïsme français, c'est de savoir que tu es tunisien, moi je suis polonais, toi tu es marocain, moi je suis algérien. En dehors des recettes et des prononciations, quelque part, le lien se passe de manière fluide. Alors que dans d'autres endroits, ce lien est plus complexe à mettre en place. Et nous devons savoir qu'on va apporter quelque chose, qu'on va donner cet élément-là, de par ce dans quoi nous avons baigné et qui fait partie, d'ailleurs c'est pas pour rien qu'en France vous avez l'enjeu de la communauté nationale. C'est très intéressant, la communauté nationale, c'est... Alors, pour la France, c'est faire disparaître à un moment ses singularités, alors que pour nous, c'est être capable de vivre avec la singularité de l'autre, d'en tirer ce que nous pouvons en prendre et d'en faire un élément supplémentaire. J'ai encore exactement 1 minute 30. Et à 3 minutes 06. J'ai démarré un peu après. Je te remercie. Donc, à partir de là, ça va être donc ce point. Maintenant, évidemment que vouloir faire disparaître ce que l'on est pour devenir un Israélien, ça n'a pas de sens. Aucun. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas à un moment se désengager d'une histoire qui peut en plus apporter aux autres. Et je vais vous donner des exemples très simples. Le judaïsme français en Israël, c'est à Tel Aviv avoir généré l'idée qu'on peut être sur la plage mixte et vouloir manger kasher et être vigilant pour Shabbat. Ça veut dire qu'on n'est pas dans le tout ou rien, on est dans une dynamique, on est conscient de nos contradictions, de nos incohérences, on ne les installe pas comme un système, mais quelque part, on est capable d'être dans un modèle qui montre que être juif, c'est d'être dans une dynamique constante. Et ça, c'est en effet l'élément qui va nous définir en tant que juif français, français juif, ce que vous voulez, au niveau des termes, vous utiliserez ce que vous voulez, mais c'est ça que nous devons d'amener dans le lieu dans lequel on se trouve. Rappelons-nous qu'il y avait 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, c'est cette mosaïque incroyable dans laquelle on va s'inspirer de la génialité de l'autre, mais chacun dans l'histoire qui est la sienne, parce que c'est ensemble que l'on construit l'histoire du peuple juif. Voilà quelques points de réflexion sur ce sujet. Je vous remercie. Et maintenant, je pense que c'est mon avenir qui a continué. Chazak Omaro, vous pouvez applaudir quand même. Vous comprenez pourquoi j'ai bien faire un binôme. Ce sujet, vous savez, une fois, il y a un rabbi, il a dit à ses élèves,
il faut vivre avec son temps. Et on parlait d'un groupe de chassidim, depuis 600 ans, ils sont habillés pareil, ils ont le streimel, ils ont le frac, ils ont les collants blancs, ils n'ont pas compris qu'est-ce que leur avis veut, qu'on devienne moderne, qu'on se met en costume. Ils n'ont pas très bien compris. Et au bout d'une semaine qu'ils étaient tellement troublés, ils ont été le voir, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que ça veut dire vivre avec son temps? Alors il a dit, mais vivre avec son temps, c'est vivre avec la paracha de la semaine. Chaque semaine, chaque paracha, elle répond au questionnaire. Elle répond aux questions qu'on a. Maintenant, il faut savoir relire la paracha. Quand Rabbeinu il m'a envoyé des questions, j'ai dit, bon, moi je crois en Dieu, lui il croit en Dieu. C'est que le bon Dieu, il a fait quelque chose par rapport à la paracha. Et effectivement, on parle de Avram Avinu. Avram à Ivri. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Ivri, c'est quoi? Ever. Parce que lui, il était d'un côté, et tous les autres étaient de l'autre côté. Je ne sais pas si vous imaginez le niveau de solitude de Avram Avinu, qui va complètement contre toute sa génération, et qui est bien, et qui est fort. Maintenant, il y a deux solutions. Soit c'est un vrai entêté, un vrai obstiné, peut-être génétiquement un Marocain, non. Ou alors, quelqu'un qui avait une personnalité tellement forte qu'il n'avait pas besoin de se nourrir de l'autre. Vous savez, toujours je dis dans les cours, on est censé être soi-même. Maintenant, les trois quarts des gens, ils sont eux-mêmes que l'autre. C'est-à-dire que tu vis dans le regard de l'autre, tu attends le compliment de l'autre, tu es vexé de la remarque de l'autre, tu n'as pas atteint ce qu'on appelle l'autonomie. Maintenant, imaginez Avram Avinu, quel niveau d'autonomie il pouvait avoir au niveau identitaire, puisque Hachem ne s'était même pas révélé à lui encore. Déjà, il avait été prêt à se sacrifier, à détruire les idoles de son père, à être condamné à mort, parce qu'on l'a jeté dans la fournaise ardente, alors qu'il était sûr qu'il allait mourir. C'est pour ça qu'il a vécu d'ailleurs, parce qu'il était prêt à mourir. Les gens, ils meurent parce qu'ils veulent vivre. Mais la Gemara a dit, si tu veux vivre, il faut être prêt à mourir. Meurs. Meurs, ça veut dire tue ce qui est mauvais en toi pour faire apparaître le bon. Tu es prêt à mourir. Ça s'appelle Messirut Nefesh en hébreu. C'est-à-dire le sacrifice Nefesh de ta volonté. Il dit dans cette logique-là, Avram Avinu, il a une telle puissance identitaire, que là où il va être en France, il va être en Yougoslavie, il va être au Maroc, il va être en Inde. Effectivement, il y a un contexte. Mais on voit, et ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit par l'inverse. Il y a un monsieur très rare qui s'appelle Léon Poliakov. Vous avez entendu parler de lui, c'est le spécialiste mondial de l'antisémitisme. Bon, il a étudié l'antisémitisme pendant toute sa vie. 40 ans, il a interviewé des antisémites dans le monde entier, des nazis, il a été chercher des antisémites au Japon, des gens qui n'avaient jamais vu un juif de leur vie. Et il a une conclusion incroyable. Il en dit l'antisémitisme n'a aucune base sociologique, aucune base historique, aucune base psychologique, psychanalytique, mais il n'a juste pas dit quelle est la base, puisqu'il n'a rien à voir avec ça. Donc en vérité, si tu apprends par l'inverse, c'est-à-dire que la haine du juif, elle est totalement irrationnelle, parce que le juif, il est irrationnel. Donc quand on veut parler de l'identité juive, comme il a dit mon ami, on ne va pas dire des plats et un accent et un lieu d'origine, parce que les gens se bagarrent, vous les Tunisiens, vous les Marocains, alors que ça fait 4 générations qui sont nés en France. Mais l'idée c'est quoi? C'est que l'identité, elle est très très forte, elle est très marquée. Et comme l'a dit Rabbeinu, c'est ça qui va imprégner. Mais encore une fois, quelle identité tu parles? Un accent? Comme je vois des gens, ils parlent normalement, ils montent à la Torah, ils montent pour faire le chazan, d'un seul coup, ils ont une prononciation, tu te dis, mais d'où ils sortent? C'est bizarre. Comme s'il y avait une façon de parler pour prier, une façon de parler pour parler. Non, ça veut dire que tu es ce que tu es, d'accord? Et ça, c'est le fruit de ton identité, mais que l'origine de ton identité, elle vient de ce que nous, on a reçu comme héritage. Parce que le vrai juif, de vous à moi, ne le prenez pas mal, le vrai juif, c'est le sale juif. Ça va? C'est que si on ne peut pas te traiter de sale juif, ça veut dire que ça ne se voit pas que tu es juif.
Maintenant, bizarrement, celui qui ne ça ne dérange pas d'être un juif, ouais, on ne le traite jamais de sale juif. Et celui qui a honte d'être juif, qui change son prénom, qui change son accent, il s'appelait Mahlouf, il se fait appeler Kevin, d'accord. Benaroche, il s'appelle Roch, de Bretagne. Bizarrement, c'est lui qu'on interpelle. J'ai raconté une anecdote un jour, c'était Pessah. Et avec ma femme, bon, on va au bord de la mer à Deauville, puisqu'il faisait moche, donc c'était le bon jour pour y aller. Et j'arrive là-bas, il faisait pas beau, et j'avais mon manteau, j'avais mon chapeau, j'avais mon costume, c'est la fête. Ma barbe, je ne l'ai pas enlevée, bon, Et j'arrive là-bas, et je regarde la mer. Et juste à ce moment-là, on était tout au bout des planches, pour ceux qui connaissent, ouais. Il y a une voiture qui s'arrête, un monsieur qui descend, sa femme et 2 chiens. Et 2 enfants. Bon. Et moi, je regarde, je suis détendu, je suis bien. Et lui, il me regarde, il s'approche, il me dit, maintenant on n'est que 2 sur la plage, il me dit, si je parlais yiddish, je vous aurais demandé, êtes-vous rabbin? Moi, je regarde le ciel, je dis, Hachem, j'ai que 8 jours de vacances. Jusqu'ici, tu me les envoies, je ne sais pas, c'est compliqué. Bon, du coup, on a parlé pendant 2 heures. Maintenant, ce monsieur, grâce à Dieu, Ashkenaz, 3e génération polonaise assimilée, ou deboumilée, selon le niveau, ouais. Évidemment, il a épousé la non-juive et tout. Et il me raconte, il me dit, tu sais, vous savez, monsieur le rabbin, heureusement qu'on est là, nous. Du coup, moi, je me suis senti goy. Il m'a dit, parce que pour défendre l'identité juive, je dis, ah bon? Il m'a dit, oui. Vous savez, quand j'étais à l'école, on m'a traité de sale juif. Quand j'étais au lycée, on m'a traité de sale juif. Quand j'étais à l'école vétérinaire, on m'a traité de sale juif. Le jour du mariage de mon frère, on sortait de l'église. On a été pour boire un café. Il y avait la tante qui venait de Pologne. Et quand elle a commandé son café, le gars, il a entendu l'accent très, très épais. Ouais. Il a dit, ah, on les a pas tous brûlés. Il a dit, j'ai fait le tour, j'ai cassé la tête du gars, j'étais en prison le jour du mariage de mon frère pour défendre notre identité. Moi, la vérité, j'étais un petit peu troublé. Je dis, mais j'ai une question quand même. La vérité, en vous regardant, peut-être même en baissant le pantalon, on n'aurait pas su que vous étiez juif. Parce que c'était tellement assimilé que même cette question-là, il n'avait pas coupé à la discussion. C'est pas grave. Il me dit, comment ça se fait que moi, avec la tête que j'ai, ça fait 30 ans que je suis comme ça, j'ai été dans des grandes villes, j'étais dans des petites villes, j'étais à Pau, j'étais à Angers, j'étais à Poitiers, j'étais à Béziers. Jamais, jamais on m'a dit c'est juif. Et vous, il faut vraiment un scanner pour savoir que vous êtes juif, ouais. On vous traite de sale juif depuis que vous êtes petit. Écoutez la réponse. Écoutez comment l'étincelle d'un juif, elle ne s'éteint jamais. Parce que 50 ans de couche de bacon, et là la réponse qu'il donne. Vous savez pourquoi ça s'appelle le bacon? C'est quand tu manges ça, on te dit, mais tu bacon ou quoi? Ouais. Bon, alors, je lui dis, mais comment ça se fait que vous vous faites traiter de sale juif depuis que vous êtes né? Et moi, jamais. Il m'a répondu un truc incroyable. Il m'a dit, peut-être que Dieu m'interpelle. Non, mais c'est puissant. Je te dis, le gars, il est marié avec Christine, il a ses 2 enfants, tous ses frères sont mariés avec, et ses sœurs sont mariés avec des non-juifs. À l'église, pour fêter Kippour, ils font un repas. Ça veut dire qu'ils sont loin. Mais regarde ça. L'étincelle, elle ne s'est pas éteinte. Ouais. Et il a dit clairement, il a dit peut-être que Dieu m'interpelle. C'est que le juif, il a un rapport avec le divin. Maintenant, des fois, il l'a traduit en sionisme, des fois, il l'a traduit en identité, des fois, il l'a traduit en Kaela, mais il a un lien. Tout à l'heure, j'étais dans un hôpital, et un monsieur s'est à côté de moi. Il dit, moi, je suis contre la Torah, je ne suis pas du tout là-dedans et tout ça. Mais je vais quand même pèleriner les saints. Et puis, au bout d'un moment, il me dit, mais votre tête, elle me dit quelque chose. Vous appelez comment? Je dis, Ben Chekrik. Il me dit, quoi? Il appelle son fils, regarde, je fais un selfie avec le rabbin. Alors moi, la vérité, j'ai rien demandé. Mais tu vois ce monsieur qui est contre la Torah, qui te parle mal des rabbins, qui dit que les religieux, mais quand même, il aide des familles à Bnei-Brak, et il va faire attention à certaines choses, et pour la cache-route, il fait attention. Ça veut dire que Avraham Avinu,
il a inscrit quelque chose chez nous de très, 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 très puissant. Et c'est parce que c'était puissant chez lui que c'est puissant chez nous. Ça veut dire que quand vous raisonnez, vous savez, Yaakov, il s'appelle Yaakov et Israël. L'ange, il est venu, il lui a dit, à partir de maintenant, tu t'appelleras plus. J'ai plus de chrono. Ah, j'ai dépassé. Bon, tant pis pour vous, vous n'aurez pas la suite. Vous avez un peu de chantage? Vous la voulez ou non? Donc, ça me fait une minute en moins d'après. On est très, très yécleux. Écoutez bien, cette phrase, elle est incroyable. Yaakov, il s'appelle Yaakov. L'ange, il vient, il dit, à partir du moment où tu vas t'appeler Israël. Maintenant, vous, vous appelez, on s'appelle Béné Israël ou Béné Yaakov? Béné Israël. Maintenant, Yaakov, c'est le nom d'individu, et Israël, c'est le nom de peuple. Maintenant, vous croyez que ça concerne que Yaakov? Nous aussi tous. Vous êtes en même temps des Yaakov, et en même temps des Israël, et des Mordechai, et des Israël, et des Myriam, et des Israël. La preuve, c'est que quand vous faites une bêtise, on insulte le peuple tout entier. Ouais, et quand on a la haine, on vous assimile à un peuple tout entier, et on vous rajoute un conflit à 4000 km. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, notre définition, elle est privée et publique. On doit accepter que nous sommes porteurs. Maintenant, ça, quand tu assumes ton identité, n'aie pas peur. Ouais. Donc, tu vas être français, juif, français. Moi, j'adore ce qu'il a dit à Bieli, que c'est ça l'idée. C'est pas l'important. Ouais. L'important, c'est est-ce que ton identité, elle est forte. Maintenant, vous avez bien compris qu'une identité qui est nourrie par la Pkaïla, elle va passer avec la digestion. Il faut une identité qui soit nourrie par la Torah, qui soit nourrie par les tzadikim, qui soit nourrie par les mitzvot, qui soit nourrie par le Shabbat. Quand ton identité elle est forte, tu sais comment tu sais qu'elle est forte? Parce qu'elle est forte chez tes enfants, elle est forte chez tes petits-enfants. Parce que tu es Yaakov et Israël. Donc tu es obligé de nourrir les deux facettes, parce que tu as le choix de faire l'égoïste et dire, écoute-moi, en tant que Yaakov, je vis ma vie, la suite du peuple, c'est pas mon problème, je suis pas concerné, alors qu'en fait, tu es un concerné, d'accord? Ou dire, non, je suis aussi un Israël. C'est vrai, elle me plaît, elle est mignonne, elle est extraordinaire, mais mon avenir juif, il passe par une femme juive. Ouais, c'est vrai que ça serait bien s'installer à 14 km de Saint-Étienne dans un village, mais il n'y a pas d'école juive, il n'y a pas de cache-route, il n'y a pas de mikvé. Tu dis, mais de toute façon, je ne suis pas religieux. Ok, mais est-ce que je vais handicaper le reste de ma descendance? Sous prétexte que moi, personnellement, je ne m'inscris pas dans cette logique. Donc, je garde mon identité de Israël en même temps que mon identité de Yaakov. Je dois développer ma personnalité, mais en même temps, toujours me rappeler que je fais partie d'un peuple. Et vous verrez qu'à chaque fois qu'on essaie de l'oublier, qu'on essaie de s'assimiler, qu'on essaie de s'intégrer, Hachem, il envoie des événements, malheureusement des fois horribles, qui créent de la solidarité. Donc ça prouve que le projet, c'est la solidarité. Maintenant, si on était un peu malin, on n'attendrait pas les 7 octobre pour penser qu'on est liés les uns aux autres. D'ailleurs, je voudrais, avec le Rav, qu'on dédie évidemment cette soirée pour la libération des otages, pour la sauvegarde de tous les soldats, pour la nechama, la consolation de tous les endeuillés et la réfoua de tous les blessés. Là, c'est intéressant ce que vous avez dit sur le nom d'Israël, parce que certains ne savent peut-être pas, en 1938, les Allemands ont fait passer une loi pour obliger tous les Juifs à porter ce prénom. Ça devait être rajouté sur les passeports et cartes d'identité de tous les Juifs, rajouter le mot Israël. Donc, merci de votre éclairage. Maintenant, deuxième question. Suite au 7 octobre, magnifique transition. Suite au 7 octobre, on a vu une énorme vague d'ALIA et d'inscriptions sur l'ouverture de dossiers à l'Alliance juive. Alors certains avaient un projet d'ALIA qui s'est concrétisé, d'autres ont eu un projet alors qu'ils n'en avaient pas, qui vient donc très certainement, puisque c'est après le 7 octobre, sur une énorme vague d'émotions. Alors cette émotion, des fois elle est structurante, des fois elle passe. Toujours est-il que ça peut être le fait d'une volonté de se lier au destin du peuple juif suite au 7 octobre, des massacres
si j'avais été là-bas, je serais mort, donc j'ai envie de lier mon destin à celui-là, ou alors parce que du coup ça a développé une énorme vague d'antisémitisme résiduel en France. Donc, cœur de la question, est-ce que quand on fait la Aliyah, on fuit la France, ou on part s'associer au destin du peuple juif là-bas, de la Gacha? Alors, c'est pas simple de répondre à cette question parce que on ne peut pas penser à la place des autres. Et évidemment, chacun dans son histoire, chacun dans son ressenti. Ce qui est sûr, c'est que, comme ça a été dit il y a quelques instants, la confrontation à un événement, elle a du sens et elle est bouleversante. La question est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec les choses. On sait que pendant plus de 2 ans, nos maîtres ont discuté s'il était bon pour l'humain d'avoir été créé. Et au bout de 2 ans, ils arrivent à la conclusion, Yoter Tov Hayashel Onivra, il valait mieux ne pas être créé. Alors il y a quelque chose d'absolument incroyable. Hier soir, je donnais un cours, un petit cours, un micro-cours à un petit groupe de scientifiques, pas du tout juifs, et on a partagé cette idée-là à un moment, et personne m'ont dit, mais c'est renversant, cette audace, cette liberté que se donnent les maîtres du peuple juif de dire, mais nous, on en pense quoi? Et ce qui est intéressant, c'est la suite. C'est-à-dire qu'ils sont capables de dire au bout de 2 ans et demi, il valait mieux ne pas être créé si l'âme est là pour remonter, alors qu'elle reste là-haut. Aval Archav chez Nivra. Mais maintenant qu'il se trouve qu'on est créé, qu'est-ce qu'on fait? Et là, la réponse, elle est double. Yepashpesh B'Massav, d'après une version, c'est Yemashmesh B'Massav, c'est-à-dire que l'on commence à repenser le rapport que l'on a à l'action que l'on doit mener dans le monde. Et Yemashmesh, que l'on commence peut-être à réfléchir à ce que l'on fait, mais de manière plus fine et plus subtile. Pourquoi j'ai envie de commencer à partager avec vous une réflexion à travers ce texte? Parce qu'il faut être capable, face à des événements, d'assumer le désaccord que l'on peut avoir avec Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment, il ne faut quand même pas se raconter une histoire. C'est bouleversant. C'est bouleversant. Et ceux qui vont vous expliquer, que je respecte beaucoup, mais dont je ne partage pas l'idée, qu'en vérité, ceci est la raison pour laquelle, et ceci est la raison pour laquelle, mais je t'explique, j'ai juste envie de leur proposer une phrase que mon père Zichrono Livracha avait l'habitude de dire. On est toujours très à l'aise avec la souffrance des autres. On est toujours très à l'aise avec la souffrance des autres. Et donc, à partir de cela, notre enjeu par rapport à la question qui se pose est la suivante. Nous sommes bouleversés. Et donc, évidemment, parce que nous sommes bouleversés, il y a quelque chose qui est du domaine, au sens non péjoratif du terme, de déséquilibrant qui s'inscrit à l'intérieur de nous. C'est normal. Les certitudes commencent à vaciller. Les anxiétés remontent à la surface. Et évidemment, il peut y avoir par la suite des mouvements et des choix qui peuvent être soit des fuites, soit tout ce que vous voulez. Pour certains, ça va être un effet de sidération. Rabbi Lubavitch disait cette phrase, « Un juif doit construire comme si le Messie allait venir dans 100 ans et vivre comme s'il allait venir demain. » Traduction, il faut savoir prendre de la distance par rapport à un événement dès le moment où il génère chez nous un déséquilibre. Parce que les décisions qui se construisent sur la base des émotions ont souvent ce que j'appellerais un effet thérapeutique. Et quelque part, lorsque l'effet thérapeutique est lié à des décisions qui sont de changer de quartier, why not? Quand c'est à un moment changer radicalement d'univers, alors que la finalité de l'être juif et du peuple juif, c'est en terre d'Israël, et là-dessus, c'est non négociable, évidemment, eh bien, on peut être parfois dans une forme de regret, même si ça se passe bien. Et c'est vrai que la question de la Aliyah, au fond, c'est quoi? C'est de savoir qu'à un moment, on se pose tous dans la vie une question. Est-ce que là où je me trouve,
j'ai fini l'histoire que je devais créer pour passer à autre chose. Pour une fois, alors que je suis à côté de Rabben Chetrit, c'est moi qui vais parler du mariage. D'accord? Vous savez, c'est intéressant, pourquoi est-ce qu'on passe une bague au doigt de sa fiancée? On pourrait lui donner quelque chose qui a une valeur et qui est autre. Eh bien, une des raisons, et quand vous regardez le Maharal de Prague, il ouvre à ça, parce qu'une bague, c'est un cercle. Et un cercle, c'est tout simplement un point de départ et un point d'arrivée, une histoire qui se termine pour en commencer une autre. La joie du mariage, c'est la joie d'avoir terminé la période de célibat et de passer à autre chose. Parce que le futur, on prie pour qu'il se conjugue au plus que parfait, mais ça va être encore une construction. Et ça, c'est la question qu'on doit être capable, à mon sens, de se poser. Est-ce que je vois mon quotidien ici comme étant une forme d'attente par rapport à quelque chose d'autre, ou comme une action à mener, jusqu'au moment où je réalise que j'ai envie de créer une histoire nouvelle dans un autre endroit, parce que j'ai su déjà là où je me trouve créer au moins en grande partie l'histoire qui devait être la mienne. C'est ça au fond l'état d'esprit. Après, fuir, aimer Israël, tout ça, c'est ce qu'on a raconté dans des interviews. Ce qui est important, c'est de savoir qu'est-ce qui se joue. Cette forme de conscience que, à un moment, ce que je vais devoir créer là-bas, j'ai mis en place le principe déjà ici. Dans la mesure où cet état d'esprit est présent, alors oui, le 7 octobre peut être une forme d'accélérateur de décision, mais par rapport à quelque chose qui est déjà présent au niveau d'un projet de vie, qui n'est pas les États-Unis, Israël, ce que vous voulez, mais assumer la mission qui est la mienne là où je me trouve, et ne pas parfois m'en trouver de nouvelles pour ne pas sortir de mes zones de confort. Parce que c'est parfois aussi. On adore s'inventer de nouvelles missions là où on se trouve, parce qu'on n'a pas trop envie de quitter nos zones de confort. Et évidemment, pour ça, il faut être capable de se regarder dans la glace et de s'interroger réellement. À partir de là, évidemment, fuir la France, non. Mais par contre, décider que nos énergies ne vont pas être là pour se protéger ou pour réparer, mais construire, oui. Vous savez, nos énergies, elles sont limitées. Il faut savoir si on les utilise pour se protéger, pour réparer ou pour construire. C'est pour ça que sur nos portables, on a des filtres, parce qu'au lieu d'utiliser nos énergies pour se battre contre des propositions ultra borderline et gagner la bataille, eh bien c'est tellement plus simple de ne pas avoir besoin de créer le combat pour utiliser ces énergies pour construire quelque chose d'autre. Et ça, chacun doit l'analyser par rapport à lui. Si la configuration dans laquelle je vis au quotidien fait que la majeure partie de mes énergies va être utilisée pour pouvoir échapper à mes anxiétés, si la majeure partie des énergies que j'ai est là pour pouvoir, à un moment, me protéger, même si parfois c'est un peu un fantasme, alors c'est un peu dommage. Mais je vous garantis que les batailles, elles seront présentes là-bas aussi. Vous connaissez la fameuse histoire, fausse, non vraie, mais qui n'a jamais eu lieu. Elles sont toutes vraies, mais certainement pas eu lieu, et celle-là n'a pas eu lieu. On dit qu'un des fondateurs de l'État d'Israël, on va prendre Ben Gurion, après 120 ans arrive là-haut, et puis on lui dit au regard des services rendus à la nation, vous allez pouvoir choisir l'enfer ou le paradis. Mais vous avez même le droit à une journée pour pouvoir voir ce qui se passe. Joie et bonheur, il va au paradis, il voit des babus qui font la gymnastique devant des grands livres. Bon, ça a l'air sympa. Il va en enfer, et il voit que c'est une ambiance un peu plus ambiance. Moi, il dit, ok, je respecte beaucoup, ça a l'air d'être très bien pour eux, mais c'est pas mon truc. Et donc, mon livre, alors pas de problème, on remplit le dossier, demain, donc vous allez en enfer. Le lendemain, il arrive, il ouvre la porte, précipité, l'huile bouillante, la totale, quoi. Commence à hurler, c'est quoi cette histoire?
Vous dites non, attends, hier tu es passé en touriste, aujourd'hui tu y habites. Et quand des personnes qui partent en Israël, j'ai généralement l'habitude de leur présenter Israël comme étant un lieu dans lequel ça va être très compliqué. On habite avec mon épouse là-bas, mais pour une raison très simple, c'est que j'espère une chose, c'est que dans 6 mois, ils me voient et ils me disent « Lemel, t'es un imbécile. » Pourquoi? Ça s'est super bien passé. Je ne demande qu'une chose, c'est qu'à me tromper. Mais si à un moment c'est un peu complexe, le leur avoir dit, non pas pour les empêcher, chas de shalom, parce que vous n'êtes pas là pour empêcher ou pour pousser les gens, leur permet de se préparer à une réalité qui sera celle qu'ils découvriront et savoir la gérer avec intelligence pour pouvoir véritablement réaliser leur projet de vie. Voilà quelques éléments de réflexion par rapport à la question qui m'a été posée. C'est bon? Alors effectivement, c'est une question qui n'est pas simple, mais comme j'ai l'habitude de dire, il y a 2 manières de vivre. Soit on peut vivre en réaction, soit on peut vivre en décision. En décision, ça veut dire que l'impulsion première qui va faire que je vais vivre, elle vient de moi. En réaction, c'est du français, réagir. Réagir, c'est réagir. Si je réagis, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un avant moi qui a agi et ça m'a fait réagir. Donc ça veut dire que je ne suis pas à l'origine de mon impulsion existentielle. L'autre, il m'énerve, alors je m'énerve. L'autre, il me fait une critique, alors je me vexe. Ouais, il pleut, j'ai envie de mourir. Il fait beau, j'ai chaud. Un jour, il faut décider, bon moi je l'ai fait à 14 ans, mais on peut le faire plus tard, de décider qu'un jour, il n'y aura plus de réaction. Il n'y aura que des décisions. Et sachez que c'est un apprentissage. Ce n'est pas juste une idée qui traverse la tête. Un jour, tu dis, bon allez, je ne veux plus être en réaction, je veux être en décision. Bon, ça prend quelques décennies pour arriver à cette autonomie existentielle. Que tu es à l'origine de tes choix et que tu ne subis pas une pression qui t'oblige à faire un choix. Vous savez, dans le service après-vente, j'ai rencontré souvent des cas, des couples où c'est moi qui me battais pour eux. Oui, mais vous ne connaissez pas, et j'en peux plus d'elle, et elle est folle, et ses maris, sa mère, son père, les trucs, les Tunisiens, les Marocains. Je ne comprenais pas, j'ai dit, mais je comprenais pas, j'ai dit, mais je comprends pas, c'est moi qui me bats pour votre couple à vous, mais allez mourir. Ah, je dis, réfléchissez. Ouais. C'est quoi l'idée? Alors je pose la question fatale au mari ou à la femme. Je dis, excusez-moi, madame, vous êtes mariée avec votre mari ou vous avez fui vos parents? Il y a des gens comme ça, ils n'en peuvent plus. Le papa, mais tu t'habilles comme ça, tu fais comme ça, à quelle heure tu rentres, qu'est-ce que tu fais? Elle veut la liberté. Alors le premier qui arrive, elle se marie. Pourquoi? Pour fuir. Alors qu'en vérité, elle a juste changé de geôlier, c'est tout. C'est pour ça qu'à la choupa, il y en a qui mettent la musique de Les portes du pénitencier. Non, c'est une blague, la réalité est bien plus grave. Mais l'idée, c'est quoi? C'est que la personne, en vérité, elle ne s'est pas mariée avec l'autre. Elle a fui sa famille. Celui-là, il n'est pas rentré à la yeshiva parce qu'il avait une vocation religieuse. Non, il en avait marre de l'école. Ouais. Celui-là, il est parti à l'armée, soi-disant, mais parce qu'il en avait marre des stress et des interros. Mais la vie, c'est plus dur que l'école, puisque l'école, c'est la vie en théorie. Là, c'est la vie en réel. C'est pour ça que j'ai remarqué une chose. Parce que la question, c'était ça. Est-ce que je vais en Israël ou je fuis la France? Il y a une constatation très simple. Quand vous allez quelque part, vous avez le visage tourné vers là où vous allez. Mais quand vous fuyez quelque chose, vous avez le visage tourné vers ce que vous fuyez. Vous me suivez ou non? Il y a un chien qui vous attaque, vous partez à reculons. Donc vous avez le visage tourné vers ce que vous fuyez. Mais vous avez le dos tourné là où vous allez. Donc quand la personne, comme une fois un monsieur aussi pareil, je me suis bagarré pour essayer de sauver son couple, et lui qu'est-ce qu'il me dit? Écoutez Rav, arrêtez de vous casser la tête, vous avez tout essayé, la réflexion, les émotions, la reconnaissance, l'amour, la finesse, la douceur, le manque de préparation,
ça ne sert à rien. Il m'a dit, mais je lui ai dit, pourquoi? Il m'a dit, je vous explique, c'est pas moi qui ai épousé ma femme, c'est ma femme qui m'a épousé. Il me dit, moi je voulais pas marier, moi j'étais bien avec ma mère, un couple parfait. J'avais ma chambre, j'avais mes plats préférés, j'avais la patience, j'avais la résilience. Qu'est-ce que j'avais besoin de rentrer dans cette aventure? Donc moi je voulais pas. Elle m'a obligé, elle m'a fait le coup de la panne, elle m'a dit qu'elle était enceinte. Bon, en fait c'était de l'aérophagie. Et on s'est mariés, mais moi je ne l'ai jamais épousée. Mais la Mishnah le dit bien, Aish Mekadesh, c'est l'homme qui épouse. Pourquoi? Parce qu'il y avait un penseur non juif qui avait dit à l'époque, le problème c'est que les femmes sont faites pour être mariées et les hommes pour être célibataires. C'est-à-dire que l'homme, il veut sa liberté, il veut son plaisir, il veut son kiff. La femme, elle veut se brancher, elle veut se caser, elle veut se poser, elle veut faire des enfants. Et c'est vrai, tu prends un cahier de CM2 d'un garçon, d'une fille, elle suit à la ligne, elle souligne en rouge, elle ne dépasse pas la taille des lettres. C'est une œuvre d'art. Le garçon, il est dans la même classe de CM2. Tu regardes le cahier, tu dis, j'ai pas compris, t'as écrit ou t'as vomi là? Pourquoi? C'est comme ça. La fille, elle est posée, le garçon, il est explosé. C'est pour ça qu'on doit épouser une femme. Aujourd'hui, il faut préciser, puisqu'il y a des gens qui, en transe, qui mélangent les genres. Mais l'idée, c'est ça. C'est de dire que il faut que toi, tu veuilles te marier en tant que mari. Parce que de toute façon, la femme, elle veut se marier. Il faut que tu veuilles des enfants. Parce que la femme, t'en fait pas pour elle, elle en veut des enfants. Ouais. Mais combien de fois j'ai dit à des khatanim, je te préviens, si dans 9 mois, ta femme, elle veut t'annoncer un truc extraordinaire, qu'elle est enceinte, attention à la gueule que tu vas faire. Tu peux le payer très cher. Donc tu te conditionnes. Oh, quelle joie, quel bonheur, mon amour, je t'aime, on va former une famille. Parce que si tu dis quoi déjà, tu vas le payer. C'est pour ça qu'on dit ma très chère femme. Tu vas le payer très cher. L'idée c'est ça. C'est que toi, tu te maries, tu regardes l'idéal du mariage. Toi, tu fais des études, tu regardes l'idéal de ce que tu veux atteindre. Et toi, tu veux aller en Israël, il faut que tu aies un idéal. Tu as un idéal parce que tu aimes Israël, parce que tu es un très grand sioniste, parce que tu as l'école, la pensée du Rav Kook dans ta tête, Mazal Tov. Tu as un idéal parce que tu sais que la Torah d'Eretz Israël, elle est différente, le niveau des kolélim, parce que tu es kolelman. Mais dans les deux cas, il y a un idéal. Mais si tu y vas, parce que tu sais qu'il n'y a pas d'extradition, c'est pas la mienne, ça. Ça, c'est l'excroquerie organisée. Si tu y vas parce que tu penses qu'on peut faire n'importe quoi avec sa vie, avec son corps, je t'en prie, va le faire à Ibiza. Pourquoi tu vas le faire en Israël? Il y a une logique où la personne, encore une fois, elle oriente parce qu'elle va vers là où elle veut aller. Elle a les yeux tournés vers là où elle veut aller. Et maintenant, plus ta vision, elle va être loin, et c'est ça l'idéal, ouais, et plus tu vas être porté. C'est-à-dire qu'un homme, il doit être porté par un idéal. L'idéal du couple, d'accord? L'idéal du mariage, c'est le couple. Si l'idéal du mariage, c'est ton intérêt à toi, toi, tu es un divorce avec un compte à rebours. L'idéal des enfants, c'est pas qu'ils vont devenir ce que tu n'es pas devenu, c'est pas qu'ils vont te faire la fierté, non, c'est qu'ils vont réussir à être eux-mêmes. Il faut que tu aies un idéal de qu'est-ce que l'enfant peut devenir. Dans tous les choix que tu fais, il faut un idéal, toujours, parce que c'est l'idéal qui te porte. Maintenant, l'idéal, ça s'appelle les yeux tournés vers. C'est pour ça que quand les gens me disent, bon, je veux partir et tout ça, je dis, écoutez, allez-y, mais simcha, mais avec les yeux ouverts. Avec les yeux ouverts, pas les yeux fermés. Combien de fois je vois des gens qui me disent, vous savez, bah, comment ça se fait que vous êtes parti? Bah, on a acheté un appartement, alors on est venu. Heureusement qu'ils n'ont pas acheté au Burkinistan, un miracle. Ouais. Non, tu vas parce qu'il y a un projet. Surtout que, on a déjà expliqué ça, mais bon, c'est pas le moment vraiment. Mais quand vous dites Ani Rotse, je veux, il faut savoir que Aratson Nover Me Aneshama, la volonté vient de l'âme.
Donc la nature profonde de la volonté, elle est divine. Mais l'orientation de la volonté, elle est humaine. Maintenant, qu'est-ce qui va orienter la volonté? C'est le jeu. Donc on se retrouve avec un jeu qui est humain et un vœu qui est divin. Vous me suivez toujours? Donc quand tu dis « je veux », en vérité, tu mets le bon Dieu dans ton projet. Mais quand tu dis « je ne veux pas », donc il n'y a pas l'énergie. Quand tu dis « je ne sais pas », il n'y a pas l'énergie. Et le plus vicieux, c'est quand tu dis « je ne sais pas ce que je veux ». Là, tu rentres dans la troisième dimension, ce qu'on appelle la schizophrénie. Oui, carrément, tu es dans une vie qui n'est pas la tienne. Oui, je sais, mais je ne sais pas, et j'ai envie, mais je regrette, et je l'ai épousée, mais est-ce que c'est vraiment elle? Et j'ai des enfants, mais est-ce que je le veux vraiment? Et je veux faire des études d'ingénieur, mais je voulais être pizzaiolo. Mais l'idée, elle vient de là. Elle vient parce que savoir, c'est faire un, dit le Maharal, et vouloir, c'est cette énergie divine. Quand j'utilise cette énergie orientée par mon jeu, et que j'adhère à cette énergie, parce que je sais ce que je veux, donc je fais un avec ma volonté, il ne faut pas avoir peur. Parce que tu es assis sur un réacteur nucléaire. Vous savez que les sous-marins, s'ils pouvaient réapprovisionner en nourriture, ils pourraient rester 1000 ans sous l'eau. Parce que les moteurs, ils sont nucléaires. Et bien l'énergie nucléaire, c'est l'énergie de la Neshama. Maintenant, si toi, tu es dans cette énergie-là, les Chachamim, ils appellent ça Chaye Olam, la vie éternelle. Nous, on appelle ça le présent absolu. Ou alors, tu vas être dans le présent relatif. C'est-à-dire, tu es ce qu'on appelle comment dire, un consommateur. Oui. C'est-à-dire que tu es dans le petit, tu es dans le limité, tu es dans le besoin. C'est dommage. C'est dommage. Parce que vous savez une chose très importante. C'est Marie, il a reçu. Ah, je l'ai arrêté. Tu l'as arrêté. Une fois qu'on a terminé, je l'arrête. Bon, j'ai terminé. Écoutez bien cette phrase. On va tous mourir. Tous. C'est Rav Lemel Ashkenaz. Ouais, on va tous mourir. Mais faites-moi plaisir. Essayez de ne pas mourir de votre vivant. Donc quand vous allez dire j'y arriverai pas, ou c'est trop difficile, ou vous ne vous rendez pas compte, et je me suis trompé, c'est pas ce que je voulais faire, et j'ai pas le courage, et même mon thérapeute il s'est pendu. Donc ça veut dire que vous êtes en train de mourir de votre vivant. Maintenant on va mourir. C'est pas la peine d'anticiper. Maintenant quand tu es dans ce mouvement-là, qui encore une fois, qui est porté par une volonté infinie et qui est orienté par un idéal, n'aie pas peur. Là où tu veux aller, tu vas réussir. Mais si on est comme ça dans les expectatives ou dans le doute ou soi-disant dans la réflexion intellectuelle, mais qu'on fait du surplace, rappelez-vous que les vivants ils bougent et les morts ils bougent plus. C'est comme ça qu'on les reconnaît puisque c'est marqué ici repose. Ouais. Donc voilà. Ça répond un peu à la question. D'accord. Troisième question et dernière question. Si le choix bien réfléchi de faire la Aliyah est fait, alors à part le côté technique d'avoir un travail évidemment, d'avoir les diplômes validés, etc. Je ne connais pas à part, à part tout le côté technique, est-ce que il y aurait des choses qu'on peut mettre en place pour ne pas devenir le français de service là-bas et avoir une identité forte là-bas, mais pas en tant que français. Et il y en a qui peuvent se perdre dans ce côté identitaire, parce qu'en France, on est juif, donc c'est facile d'être le juif. Là-bas, quand tout le monde est juif, c'est plus difficile d'être quelqu'un, et surtout pas être le français. Donc qu'est-ce qu'on peut mettre en place au niveau identitaire pour rester nous-mêmes et avoir une identité forte? Je devais d'abord partager une expérience qu'on a menée en Israël quand même depuis un certain nombre d'années. Quand on a créé, on a eu la chance de pouvoir créer plusieurs communautés à Tel Aviv. Et la première qu'on a créée, Neve Tzedek, quand on nous a demandé mais pourquoi vous faites ça? Eh bien, la réponse était la suivante. Parce que d'abord,
le juif français a besoin de retrouver quelque chose qui ressemble à ce qu'il a connu en France, c'est-à-dire l'univers de la Kehila, de la communauté. Et pour que le juif français reste au moins, voire plus, autant juif en Israël que ce qu'il ne l'était en France. Et je vais revenir sur cette idée première de Kehila. Moshe Shapira, qui était un des très très grands maîtres de notre époque, de qui le Rav Sitruk, entre autres, était proche, nous a dit un jour Kehilot, Kehilot, communauté, communauté. Traduction, la notion de Kehila, de communauté est fondamentale. Et là, je vais être dans de l'ultra-pragmatisme. Aller en Israël, c'est tout simplement, et ce que je vais dire, ce sont des lieux communs. C'est faire une aliyah, c'est-à-dire grandir spirituellement. Grandir spirituellement, c'est-à-dire être prêt à voir dans la confrontation à ce lieu une proposition d'expérience qui nous fera grandir. C'est aussi, à un moment, une obligation de positionnement. Ben Jitri, tout à l'heure, évoquait Abraham Ha'ivri, Abraham l'hébreu, mais vers Hanna'a, il était de l'autre côté du fleuve, c'est-à-dire il s'est positionné. Alors en Israël, se positionner n'est pas simple, parce que on ne se positionne jamais contre, mais pour. Et un des grands dangers que l'on peut vivre là-bas, c'est de se définir à travers ce que l'on n'est pas. Je ne suis pas ce que tu es, donc j'existe. Et évidemment que ce n'est pas comme ça que l'on va réussir à grandir, parce que vous aurez toujours besoin d'avoir quelque chose de différent de vous pour exister relativement à cet élément de différence. Donc ça, c'est déjà un premier point. À partir de là, rappelons-nous du processus de la première aliyah collective, qui est la sortie d'Égypte. Aujourd'hui, on célèbre la sortie d'Égypte autour de quoi? Autour d'une cérémonie que l'on appelle le Seder. Le Seder, c'est quoi? C'est l'ordre, c'est l'organisation. C'est-à-dire tout simplement apprendre à définir et après à avoir une bonne gestion des priorités. Et je vais rentrer ici dans des choses très basiques. Le Seder, c'est savoir à un moment qu'est-ce qui est important lorsque je suis là-bas. Et évidemment, c'est ce fameux mouvement, mais surtout, être capable de créer un environnement qui a les mêmes aspirations que nous. Qui a les mêmes aspirations que nous. C'est-à-dire pour qui grandir est quelque chose qui fait partie de son projet d'existence. Or, souvent en Israël, et c'est un petit peu la difficulté, eh bien, on ne va pas nécessairement facilement rencontrer des personnes pour qui c'est le projet, c'est l'envie et c'est le désir. Ce n'est pas une critique, c'est une réalité. Et quelque part, lorsque vous vivez à proximité d'une absence de mouvement, vous devenez vous aussi à un moment quelqu'un d'immobile. L'impact que va avoir l'univers qui est autour de nous est fondamental. Or, rappelons-nous ce texte ultra connu de Maïmonide, Derer Briato Shel Adam, Liot Nimshach B'Chaverav. La nature profonde de l'être, c'est tout simplement d'être attiré, impacté par ceux qui sont proches de lui, ceux qui sont aussi ses amis, qui au bout d'un moment vont l'amener à fonctionner plus ou moins comme ils sont. Et c'est vrai que cette problématique-là existe partout, mais plus encore en Israël, puisque comme ça a été dit très clairement dans la question, on est tous juifs, et donc à partir de cela, on va peut-être être moins sensible à cette dimension. Alors, la question qu'on va se poser quand on arrive sur place, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, est-ce qu'on a besoin de se fondre à l'intérieur d'une carte d'identité,
ou alors être, et c'est très intéressant parce que là, observez ce qui se passe. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des juifs anglais qui habitent en Israël ou des Américains. כן, אתה מדבר עברית, רציתי לדעת, ils font parfois l'Ashkenaz, איפה האוטובוס? Je dis, bon, il vient d'arriver hier. Non, ça fait 15 ans qu'il est là. Nous, les Ashkenaz, on dit Shabbos. D'autres disent Shabbat Shalom. Un juif Ashkenaz américain dit Shabbos Shalom. Mais vous constaterez que ce sont des communautés super structurées, extrêmement construites, parce qu'ils ne sont pas rentrés dans le rêve dont on va devenir israélien. On est en Israël, on participe, on s'implique, on est là. Et évidemment que leurs enfants et leurs petits-enfants, à un moment, vont parler bien mieux ivrite qu'eux, mais ils acceptent de rester avec les modèles qu'ils ont eus dans un lieu différent, parce que c'est là où ils veulent vivre. Et les conseils que je me permettrai de donner, même si les conseillers ne sont pas les payeurs, c'est de dire, ne cherchons pas à nous intégrer, cherchons à rester. Parce que celui qui cherche à s'intégrer, sauf s'il arrive à 17-18 ans, là ça serait une autre histoire, eh bien au bout d'un moment, ne se retrouvera pas véritablement en phase avec une société qu'il n'a pas fréquentée depuis qu'il est enfant. C'est très complexe. Et donc à partir de cela, cette idée d'intégration ne veut pas dire grand-chose. Donnons-nous les moyens de rester. Et après, évidemment, la question c'est de savoir qu'est-ce qu'on amène à notre peuple là où on se trouve. Et c'est peut-être un élément qui va nourrir pleinement. On est là parce qu'on a quelque chose à amener à notre peuple, et pas juste faire pousser des tomates, pas juste cueillir des fraises. Qu'est-ce que je peux apporter à mon peuple? À partir du moment où c'est ça l'état d'esprit qui est le nôtre. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas juste d'être là-bas pour que le jour de gloire soit arrivé, mais qu'on a quelque chose à faire pour le clan d'Israël. Vous savez, c'est quoi la plus belle des choses qu'on puisse faire pour le clan d'Israël? C'est faire en telle sorte que celui-ci se reconnecte un petit peu plus avec son Créateur et décider peut-être de conjuguer notre quotidien au plus que parfait dans le domaine spirituel pour impacter les univers que l'on traverse. C'est-à-dire savoir que nous sommes dans le palais du roi, qu'on est dans une proximité particulière avec le Créateur de l'univers, et que si en effet nous avons réussi en France, dans des configurations plus complexes, à garder, à préserver et à développer cette tension vers le spirituel, alors continuons à le faire en terre d'Israël, car ça pourra ouvrir d'autres à découvrir cette dimension-là. Et c'est à travers cette expérience que nous avons vécue ici, que nous allons transporter sur place, qu'on jouera, j'en suis sûr, le rôle qui est le nôtre, là où on se trouve. Toujours dans la paracha de l'Ech Lecha, quand Hachem il dit à Avraham Avinu l'Ech Lecha, on traduit en général va-t'en, va. Lecha, on peut traduire va pour toi, l'Ech Lecha, ou on peut traduire va vers toi. Ani olech le Yerushalayim, ça veut dire je vais à Yerushalayim. Donc si le Chaf il représente le toi, donc l'Ech Lecha, ça veut dire va vers toi. Et c'est vrai qu'un homme toute sa vie, en fin de compte, il va vers la personne qu'il devient. Oui, parce que nous, on croit qu'on vit des choses, et en fait, ça nous transforme. Non, en vérité, ce qu'on vit, ça révèle ce qu'on est. Tu fais des mathématiques, tu deviens bon en mathématiques, en fait, tu as révélé que tu avais un potentiel de mathématiques. Oui, tu t'engages dans une association de bonté, et tu te vois que tu décuples des capacités. En fait, c'est ce que tu contenais. C'est-à-dire que la vie, souvent, elle est le reflet de mes capacités plus que de ce que je produis. Donc va vers toi, l'Ech Lecha.
Pour ça que Rashi là-bas sur place, il dit les tovatecha ou les anatecha. Toi, Abraham, tu vas partir. Les anatecha pour ton profit, les tovatecha pour ton bien. Maintenant, on ne peut pas faire une vraie conférence, mais juste l'idée, elle est connue. Que tov, ça veut dire complet. Donc, quand un homme et une femme se marient, on dit mazal tov. Le mazal, il est complet. Quand Hachem il a créé le Yetzer Hara, le dernier jour, c'est marqué veine tov, meod. Et le Midrash, il dit c'est Yetzer Hara, parce que le Yetzer Hara, c'est le moteur. C'est lui qui fait avancer le monde. Maintenant, il ne faut pas l'écouter, il faut l'utiliser. Donc, tov, ça veut toujours dire complet. Donc, les tovatecha, donc va vers ce qui va te compléter. Ma'asim tovim, ce ne sont pas des bonnes actions. Ça, c'est les BA, c'est le scoutisme. Non. Ma'asim tovim, ce sont des ma'asim shlemim, des actes complets. Mais complets, ça veut dire que c'est que toi, tu les fabriques de manière complète, mais en même temps, cet acte-là, il te complète à toi. C'est ça que tu dois sortir plus complet de chaque situation que tu vis. Il dit maintenant, quand toi, tu es dans cet esprit-là, déjà en France, les tovatecha, parce que tu veux te compléter, parce que tu veux t'améliorer, parce que chaque prière, elle te change, et chaque Birkat Amazon, il te change, et chaque discussion que tu as, elle te fait changer, et chaque confrontation, et chaque, encore une fois, personne qui t'énerve, elle te donne l'occasion de travailler ta patience. Et cette personne-là qui te demande un service, elle te donne la capacité de compléter ton empathie, ta capacité à te rendre solidaire de l'autre. Donc en vérité, celui qui est toute sa vie dans cette recherche de devenir plus complet, alors il comprend aussi Kol David Rahaman al-Etav. Tout ce que Hachem fait, c'est pour le Tov. Et Tov, ça veut dire complet. Ça veut dire que tout ce qu'Hachem fait, c'est fait pour te compléter. Ça va? Maintenant, il faut accepter que des fois, pour te compléter, il faut des choses positives. Et des fois, pour te compléter, il faut des choses moins positives. Tu vois, ce prof, il était très dur avec toi. Bon, mais après, tu as eu ta chaire de mathématiques à 14 ans. Celui-là, il était très cool avec toi. Et grâce à Dieu, tu as eu ton bac à 47 ans, mais détendu. Hein. Vraiment, avec 6 examens par jour, tu étais vraiment bien. Ouais. Donc l'idée, c'est quoi? C'est que des fois, ce qui te fait plaisir, et des fois, ce qui ne te fait pas plaisir. Mais surtout, qu'est-ce qui te fait avancer? Qui te complète? J'ai appris ça, avec l'expérience, le travail, avec les gens et tout, que le plus important, quand on reçoit une personne, ou qu'on reçoit un couple, ou qu'on reçoit une personne en difficulté, c'est d'essayer de déterminer la dose de bonne volonté ou de mauvaise volonté. Pour monsieur ou non? Parce que tout le reste, c'est des détails. Les gens disent, oui, mais vous comprenez, j'étais dans un contexte, ma mère ne m'a pas donné d'amour, mon père ne m'a pas allaité. En vérité, le contexte, c'est inintéressant. Ce qui est intéressant, c'est est-ce qu'il y a la bonne volonté ou il y a la mauvaise volonté? Dans le couple, il y a de la bonne volonté. Oui, mais c'est difficile, les caractères, il faut tout refaire. Moi, je suis avocate, lui, il n'a pas fait d'études. Est-ce qu'il y a de la bonne volonté? Il n'y a pas de bonne volonté. Oui, mais vous comprenez, l'enfant, il a eu un problème de respiration à la naissance, donc il a un peu le cerveau lent. Est-ce que vous avez la bonne volonté ou vous n'avez pas la bonne volonté? Parce que si vous avez la bonne volonté, comment vous le savez? Parce que vous cherchez des solutions. Comment vous avez la mauvaise volonté? Comment vous le savez? Parce que vous cherchez des problèmes. Ben, c'est exactement pareil. Si en étant ici, vous êtes dans cette dynamique, comme il a dit le Rav Lemel, que vous êtes dans cette aspiration et que vous êtes dans cette volonté, ben, c'est pas facile. Tu as gardé ta kippa à la fac et tu n'as pas raté aucune prière et tu te lèves le matin pour aller prier au Netz à Montmartre, ouais. Et tu fais le Dafayomi et tu gardes la sniout, même en été. Donc tu es dans cette dynamique de Hashlama, de toujours de compléter, d'améliorer, de grandir. Tu vas partir en Israël, tu vas continuer sur ta lancée. Mais si tu vois que dès qu'il y a un obstacle, tu dis bon, la synagogue, c'est tout en hébreu, les cours, je comprends rien, la cache-route, c'est pas évident à Jérusalem. Donc, quand tu vois que tu es dans la mauvaise volonté, les obstacles ne sont pas créés par la réalité, ils sont créés par le fait que tu ne les assumes pas. Donc la logique, c'est ça. Un grand idéal. 2, que vous continuez votre dynamique, c'est pour ça qu'il faut s'entraîner ici. C'est comme le mariage. Vous savez, la plus grande épreuve de colère, c'est le mariage. C'est la plus grande. Ouais. Alors toujours à la yeshiva, on disait, le Rav disait,
Au Beth Midrash, tu apprends la sagesse. Mais dans les chambres, tu apprends les midotes. Tu apprends les qualités morales. Parce que quand le gars, à 4h30 du matin, il veut ranger ses sacs en plastique, et que toi, tu dors, et que tu sens qu'il y a quelqu'un qui est en train de te broyer la tête, et que tu te réveilles, et tu dis au gars, mais il est 4h du matin. Il a dit, oui, mais j'ai pas le temps. Bon, quelque part, tu as envie qu'il meure. Mais tu le fais pas. Bon, mais l'idée, c'est ça. Donc, tout ce que tu as pris sur toi, parce qu'on a vécu la yeshiva, tu achètes le nouveau rasoir, le gars, il te l'emprunte, il te le ramène cassé, mais tu l'as jamais utilisé. Ouais. Après, il te réveille la nuit, après, il t'embête avec des problèmes, après, il dit qu'il t'a jamais emprunté l'argent. Il y a de quoi travailler. Mais en vérité, tout ça, c'est un entraînement pour quand tu vas te marier. Parce que là, il y aura des vraies épreuves. On sait que le Khatan, il est exempté d'aller à la guerre parce qu'il a déjà la guerre à la maison. D'accord? Et bien, c'est exactement pareil. C'est comme si, ici, c'est le temps de la yeshiva. Mais après, Israël, c'est le temps de la vie maintenant. C'est du concret parce que Ene Hashem al Haaretz, là-bas, il n'y a pas. Ouais. Moi, j'ai remarqué, hein, pourtant, je ne suis pas du tout quelqu'un de planant, je suis très, très concret, très, très posé. Mais j'ai remarqué, dans les livrets Torah, dans les inspirations, des chidushim incroyables. C'est-à-dire, bon, moi, dans mon domaine à moi, c'est-à-dire, je vais faire un cours à Ranana, et j'en fais un deuxième, et un troisième, un quatrième pendant Shabbat, et pendant 3 cours, j'écoute un gars que j'ai jamais entendu. C'est une inspiration de la ville. Et après, le lendemain, j'ai écrit tous les cours que j'ai entendus pendant le Shabbat, que moi j'ai fait. Je ne sais pas si vous comprenez ou non. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de spécial, qu'il n'y a pas. J'ai essayé la même chose à Montélimar, ça ne marche pas. Ouais. Donc, d'aller dans cet esprit-là. Et encore une fois, parce que vous avez le réceptacle, donc vous recevrez les fruits. Vous voyez ce que je veux dire ou non? Mais dans l'esprit qu'il a dit le Rav. C'est-à-dire, n'ayez pas peur d'amener votre côté français. Vous savez, il y a 40 ans avec ma femme, qu'Hachem la garde en bonne santé et qu'elle ne soit jamais veuve, on a voulu vivre en Israël. Et un ami à nous, au Zenbloom, ouais, il nous a dit, mais pourquoi vous voulez venir? On a dit, on vient pour l'éducation. Il a dit, si vous venez pour l'éducation, restez en France. Vous avez compris ou non? Pourtant, lui, il est là-bas, il habite à Bnei-Brak. Ouais. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des points positifs, on a des choses extraordinaires, on a tout ce qu'il faut, ouais, en France. Mais toi, tu veux plus, tu veux plus. C'est vrai, tu n'auras pas l'étude de la Torah de Ponyovitch. Ici, tu n'auras pas. Ouais. Tu n'auras pas le niveau de Kedusha de Yerushalayim. Tu n'auras pas. Tu n'auras pas cette puissance avec le mauvais caractère de l'Israélien. Ouais. Que quand tu lui dis, écoute, j'ai besoin de toi, le gars, il est là. Ouais. Il va t'aider, il va se casser en deux pour t'organiser, pour t'aider, pour Shabbat. C'est un phénomène. Alors que le gars, il est anti-religieux. Mais il dit, mais t'es dans la panade. Je vais être là pour cette solidarité qui est très spéciale en Israël. Oui, des chauffeurs de taxi, que tu les vois sans kippa, et qui te racontent comme ça, avec pudeur, qu'ils entretiennent 250 familles en allant dans les marchés ramasser les surplus. 250 familles. Il m'a dit, Gamani aussi mitzvot. Non, il n'a pas de kippa. Il dit, moi aussi je fais des mitzvot. Je lui ai dit, alors qu'est-ce que tu fais? Il m'a dit, bah, on a commencé avec une famille, parce que c'était un voisin à nous qui avait fait une dépression. On a commencé à ramasser. Après, j'en ai 2 et 3 et 4. Avec ma femme, quand les enfants sont mariés, j'ai pris les 3 chambres. J'ai fait des entrepôts. Après, tous les midis, j'allais au marché, je ramassais tout ce que je pouvais, je payais presque rien. Après, j'ai commencé à m'écoler taxi, d'en prendre 200 shekels, 300 shekels. Maintenant, il m'a dit, Baruch Hashem, on est à 250 familles. Méfie-toi du chauffeur de taxi qui n'a pas de kippa. Donc c'est un pays incroyable. Ouais, mais encore une fois, tu vas le voir incroyable. Parce que toi-même, tu es devenu incroyable. Tu as appris la gémologie, tu reconnais les diamants. Donc quand tu vas arriver quelque part, tu vas voir les diamants. Mais si ici, tu as reconnu Netflix, quand tu vas arriver là-bas, c'est le même. Alors qu'est-ce que tu as gagné? Qu'Hachem vous aide à tous, que vous fassiez les bons choix, qu'il vous envoie les bonnes personnes, qu'il vous évite tous les indécis, les lourds, les profiteurs, les garçons qui vous regardent comme des poupées, les bons beaux-parents, que vos parents ils soient contents de vous, qu'Hachem il soit fier de vous et que vous puissiez accueillir le Mashiach avec la fierté de pouvoir le regarder dans les yeux parce que vous n'aurez rien à vous reprocher. Merci beaucoup.
Est-ce qu'il y a des questions? C'est toujours le premier. Non. Cher Ethan. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour cette conférence. En fait, j'ai une question qu'on n'a pas eu le temps d'aborder. Vous avez beaucoup parlé par, je pense, précaution de toutes les mauvaises raisons de faire l'ALIA. Et en fait, paradoxalement, on comprend que c'est uniquement si on est bien dans notre vie en France, où tout se passe bien au travail, avec notre famille, qu'on est top dans notre situation, qu'on peut penser à partir d'Israël. Mais en fait, c'est un peu paradoxal, parce que si on est bien, pourquoi est-ce qu'on partirait? Donc en fait, ma question, c'est quoi les bonnes raisons de faire l'ALIA et de partir en Israël? La question est passionnante. J'ai envie de répondre comme quand on a 6-7 ans, parce que. Mais on va quand même essayer de traduire de manière différente. Lorsque quelqu'un, comme l'a très bien dit le Rav Ben Chetrit, est nourri par une aspiration à quelque chose d'élevé, à un moment il y a quelque chose qui s'impose à lui, si en effet il réalise qu'il a fait là où il se trouve ce qu'il devait faire. Et je crois que les bonnes raisons, c'est tout simplement le désir d'aller plus loin, le désir de donner une dimension supplémentaire à notre existence. Et à partir de cela, comme une forme d'évidence qui se met en place, et après on regarde techniquement les choses et puis on y va. Et je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'être à l'écoute à un moment de quelque chose qui va nous habiter, qu'on ne pourra peut-être pas toujours expliquer avec des mots. Et à partir de cela, eh bien, se laisser emporter par le mouvement. Et encore plus, si en effet là on se trouve, on se sent bien. Parce que là, véritablement, on réalise que si on a envie malgré tout d'y aller, c'est qu'il y a une aspiration vraiment authentique et il faut être à son écoute. Je ne suis pas sûr que j'ai répondu à ta question, mais comme Laurent Ben Chetrit m'a donné le micro, il fallait que je dise quelque chose. Et je lui repasse. Nicolas Carole. Alors, en toute honnêteté, je ne suis pas sûr d'avoir compris la question parce que j'ai eu l'impression qu'on a répondu pendant 1 heure. Mais bon, on n'a fait que de donner des bonnes raisons de partir. D'accord? Ou alors, la question, c'était est-ce qu'il y a des bonnes raisons de ne pas partir? Mais l'idée, encore une fois, elle est très simple. Israël, c'est une dimension. D'accord? Il y a un contexte, il y a un malaise, il y a des angoisses. Les gens ils me disent, mais oui, mais vous comprenez, il n'y a pas d'avenir, nos enfants ils vont être embêtés à la fac, même à Harvard on a insulté les juifs, les examens ils tombent le samedi, c'est très compliqué de vivre avec dans le pays et tout ça. Moi je sais que chaque pays il a ses difficultés, chaque situation, chaque contexte, comme chaque couple. D'accord? Quand je vois des gens qui me disent j'arrive pas à me marier, je pose la question idiote, mais tu veux te marier? Ah, pas du tout. Ah bon, comment ça va être compliqué? Oui. Quand j'arrive pas ou que j'hésite ou qu'à chaque fois que je rencontre quelqu'un, je trouve des raisons de dire non, je dois me demander d'abord, est-ce qu'au fond, j'ai éliminé tout ce qui m'empêche de dire oui? Parce que celui-là, il a peur de se tromper, celui-là, il se dit, peut-être qu'elle est folle, celui-là, il se dit, mais je vais perdre mon confort, celui-là, il va dire, elle coûte très cher, c'est une certaine ville du Maroc, ouais. Donc, mais à chaque fois, il faut d'abord éliminer ce qui t'empêche pour pouvoir envisager de faire. Ou simplement quelqu'un, il a peur. Il y a des gens, ils ont peur. D'accord? Ils ont peur. Et cette peur-là, elle les empêche de réfléchir. Et comme au bout d'un moment, ça devient gênant de ne pas voir, de ne pas dire oui, quand tout va bien, alors on est obligé d'argumenter que ça ne va pas. Vous me suivez ou... Voilà. Bon, c'est un phénomène en psychologie, moi je n'ai pas étudié la psychologie, mais il y a un phénomène, syndrome de FDG, ça s'appelle le foutage de gueule, d'accord? Quand tu sens que tu te moques de toi, c'est pour ça que les Chachamim m'ont très bien expliqué la notion de Chouch HaEmet, de sens de la vérité, que tu dois être capable de faire le tri à l'intérieur de toi-même, quand est-ce que l'argument il est vrai, quand est-ce qu'il est faux, quand est-ce que tu te moques de toi, quand est-ce que tu joues le match, quand est-ce que tu joues le ballon.
Quand est-ce que tu traînes les pieds? Quand est-ce que tu te bats pour aller quelque part? C'est pour ça que je pense qu'on a donné les réponses, d'accord? D'avoir un idéal, d'être dans une dynamique, d'avoir déjà ici un réceptacle de spiritualité, de donner un sens à ce qu'on fait. Parce que si on part de l'homme à l'homme, au bout d'un moment, on est gavé. Oui, c'est pour ça que la société elle est pleine de toutes ces tentations, de ces amusements, de ces vitamines, de ces surdosages. Parce que les gens s'ennuient. Pourquoi ils s'ennuient? Parce qu'ils n'ont pas de projet, ils n'ont pas d'idéal. Il y avait un grand sociologue, non juif, il a dit « Notre société est en mal de sens, elle n'a pas de sens ». Or, tout le judaïsme, c'est le sens. Oui, il faut le prononcer, l'essence. Et quand tu es censé, c'est que tous tes actes ont un sens. Et quand toute ta vie, tu cherches l'essence, parce que dans la Gemara, tu cherches le sens de la Gemara, dans le malaise de ta femme, tu cherches le sens de cette tête-là, dans l'énervement de ton père, tu cherches le sens de ces mots. Un juif, toute sa vie, cherche le sens. Maintenant, l'essence du ciel, ce qu'on appelle l'essentiel, ouais, c'est Hachem. D'accord? Maintenant, encore une fois, celui qui a cherché Hachem ici, que c'est pas évident. Moi, j'ai vu des gens, hein, je les ai rencontrés à Montpellier, je les ai rencontrés à La Rochelle, oui, je les ai rencontrés à Caen. Tu te demandes quand est-ce qu'ils vont commencer, ouais. Et je les vois à Bnei Brak, je les vois à Kiryat Sefer, je les vois à Tzfat. Je dis, mais comment t'es passé de là à là? Écoute bien, il n'avait aucune facilité dans son judaïsme, mais il avait une soif. Donc il faut faire attention à ça, ouais, de ne pas perdre la soif. Même dans l'étude, même dans la teshuva, les gens, ils gagnent la connaissance, mais ils perdent la pétillance. Donc ils n'ont plus d'appétit. Dans le couple, c'est pareil. Ils veulent faire tout, la cuisine, la maison de campagne, mais ils oublient le principal, de faire le couple. Donc après, il n'y a plus d'attrait. Ouais. L'enfant, c'est pareil, je le nourris, je le mange, je lui fais sa chambre, je lui fais ses trucs, je lui paye les vacances, je lui achète sa moto. Oui, mais il voulait un père, il ne voulait pas une machine à sous. Donc à chaque fois que tu cherches le sens, il ne faut pas avoir peur. Oui, là c'est exactement pareil. Si vous êtes dans cet esprit-là, je vous dis, il n'y a pas de problème. La preuve, c'est que moi j'ai vu des gens qui m'ont dit, ça y est, à Ben Chetrit, on veut une bracha, on fait la Aliyah. Et moi je leur fais la bracha, et après je viens à Miami, je les vois là-bas. Je dis, mais je ne comprends pas, vous êtes allé à Miami? Il m'a dit, oui, pourquoi vous n'êtes pas en Israël? Il m'a dit, à cause de la langue. Ah, d'accord, c'était trop dur, la langue. Ah bon? Je dis, mais vous parlez anglais? Il m'a dit, non. Au fond, là. On va au fond. Moi j'avais une question, c'est pas un phénomène général, mais on voit beaucoup de gens qui ont pu grandir dans la Torah ou dans un milieu religieux en France, et une fois arrivés en Israël, justement, est-ce que c'est pas ils perdent un peu cet appétit dont vous venez de dire, ils se laissent un peu aller. Donc peut-être quelque part, est-ce qu'on n'a pas besoin de cette confrontation justement pour rester, pour continuer à progresser, et comment garder l'appétit ou la soif, comme vous l'avez dit, pour tout ce qui est le sens profond de la chose. Alors, est-ce qu'on peut traduire ta question par est-ce que c'est l'antisémitisme qui nous aide à rester juifs? Mais c'est un petit peu ça aussi. Évidemment, c'est sûr et certain que dans la confrontation à quelque chose qui s'oppose à toi, soit tu te positionnes encore plus fortement, parce que c'est ta manière à toi d'exister, mais quelque part, on ne s'est pas posé la question de la relation qu'on était censé avoir avec sa propre vie, sa propre histoire. La question qu'il pose, c'est « Et si maintenant je n'ai plus d'obligation, est-ce que j'ai encore une exigence par rapport à moi-même » Je pense que ça se travaille en amont. Lorsqu'on a une exigence par rapport à soi-même, nos mouvements ne sont pas déterminés par les univers dans lesquels on se trouve, mais parce que tout simplement, on n'a pas peur de se rencontrer tous les jours, comme l'a très très bien expliqué d'ailleurs maintenant le Rav Ben Chetrit. Et je crois que c'est un petit peu un révélateur.
C'est-à-dire, et cette notion de « mais qu'est-ce que j'attends de moi-même » Qu'est-ce que j'attends de moi-même? Un petit peu, Jeffrey évoqué tout à l'heure le travail sur les midotes. Est-ce qu'à un moment dans notre vie, on a envie de régler ses comptes avec nous-mêmes? Est-ce que j'ai envie de régler les comptes avec moi-même? Non pas parce que c'est nécessaire, parce que je me débrouille dans le monde des relations, mais parce que j'ai envie de me conjuguer moi-même au plus que parfait. À partir du moment où on a inscrit cet état d'esprit, alors évidemment, en Israël, on sera dans une dynamique qui continue. Si c'est avant tout la confrontation au monde qui nous pousse à un mouvement, mais j'appellerais ça, même au niveau religieux, une forme de judaïsme identitaire, j'existe à travers ce que je ne suis pas, ça sera beaucoup plus complexe. Et je crois que c'est un des enjeux d'ailleurs majeurs et fondamentaux de l'éducation aujourd'hui. C'est-à-dire de réapprendre à avoir une exigence par rapport à soi-même. Qu'est-ce que j'attends de moi? Vous savez, c'est un petit peu quand vous êtes seul et que personne ne vous regarde. Si ce n'est cette conscience d'un créateur de l'univers, mais que l'on oublie parfois, qu'on veut mettre entre parenthèses. Et au fond, c'est ce qui fait qu'on arrive dans la continuité d'un mouvement et d'une dynamique. Vous constaterez que tous ceux qui ont réussi à construire des choses incroyables avaient avant tout cette attente vis-à-vis d'eux-mêmes et qui a pu s'exprimer, et ce, quels que soient les cadres dans lesquels ils se sont trouvés. Non, mais la réponse, elle est bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Raphaël? Voilà, il y a quelqu'un. Il y a d'autres questions? Ah, ça va. Alors, tout de suite, vous ne répondez pas à ça là. Bah, on n'est pas obligé de répondre à chaque fois les deux. Non, mais je peux répondre, mais c'est dommage. Parce qu'il y a peut-être d'autres personnes, d'autres questions. Bonsoir. Moi, ma question, elle est surtout sur le thème de l'intégration. Parce que ce que vous avez dit tout à l'heure, justement, Rabbenel, vous avez dit, en parlant des Keilotes et des gens qui étaient intégrés là-bas dans leur propre communauté qu'ils avaient recréée depuis plus de 15 ans, etc., il ne fallait pas avoir peur de ça. Et moi, justement, je vais parler juste personnellement, hein, c'est vraiment ça qui me travaille depuis des années. Ça veut dire cette ambivalence entre le fait de s'intégrer justement pour nos enfants et le fait de on ne va pas arriver comme ça et vous voyez, travailler à l'israélienne direct, etc. Enfin, ça va être brutal, etc. Donc, en fait, par exemple, je prends un exemple, quand on voit des gens qui sont ici en France, qui parlent toujours pas la langue depuis 20 ans, vous voyez, des commerçants, des épiciers, des trucs comme ça. Et leurs enfants, par exemple, ils vont vouloir de l'aide, ils vont regarder leurs parents, ils ne vont pas trouver cette aide-là. Ils vont peut-être pas avoir de repères. Et vous voyez, moi, c'est ça qui me fait peur. Alors, quand vous parlez, par exemple, de ne pas avoir peur, de rester dans une communauté, par exemple, française là-bas, est-ce qu'il n'y a pas un risque, justement, pour les enfants? C'est avant tout à ça que je pense, c'est vraiment les enfants. Si on ne parle pas la langue, si on n'acquiert pas la mentalité israélienne, et ce que je veux dire, si on n'arrive pas à lire les factures d'électricité, par exemple, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas un danger pour les enfants? C'est difficile à voir ce que les gens disent, parce que pour voir, il faut que je les vois. Mais, puisque j'ai démarré par je crois qu'il faut être très pragmatique. Il y a une différence fondamentale entre nos enfants et nous, c'est qu'ils vont à l'école. Et que donc, à partir du moment où ils vont à l'école, de facto, ça va se mettre en place. La question est de savoir à quoi tu consacres tes énergies. Et c'est vrai que c'est pas grave si je ne sais pas vraiment lire une facture et que je ne peux pas lire le Maariv ou le Haaretz, enfin surtout pas le Haaretz d'ailleurs, mais c'est pas grave. C'est pas grave dans la mesure où je me sens bien. Et je crois que, en tout cas de ce que je vois autour de moi, les enfants qui se sont intégrés, ce sont les enfants dont les parents étaient contents d'être sur place et qui ont tout simplement mis leurs enfants dans des structures dans lesquelles, eh bien, évidemment, au bout d'un moment, voilà, ça va se faire. Je crois que c'est pour cela, en tout cas, comme ça que ça se passe au jour d'aujourd'hui. Évidemment, si l'enfant est avec des parents qui, chaque fois qu'il y a un premier, oh là là, ils sont compliqués, ah là là, c'est difficile. Alors évidemment, pour l'enfant, c'est une symbolique. C'est la fameuse histoire de Rav Moshe Feinstein qui dit que
tous ces juifs pratiquants qui sont arrivés aux États-Unis et qui malheureusement pour beaucoup ont abandonné la Torah et les mitzvot, en tout cas au niveau de leurs enfants, parce que les enfants entendaient souvent leurs parents « Ah là là, c'est compliqué d'être juif ici, ah là là, c'est compliqué ». Si pour l'enfant Israël rime avec la complexité et la difficulté, alors ça peut être difficile. Si il n'entend pas ce discours, eh bien, je pense que mécaniquement parlant, il s'inscrira dans la société israélienne sans aucune difficulté. Je ne sais pas si Rabben Jetri... Oui. Mais de toute façon, on le voit, on le constate. C'est vrai qu'on trouve des gens qui sont là-bas depuis 30 ans et qui ont des problèmes avec les langues, et donc avec l'hébreu, et qui n'arrivent pas à s'intégrer, mais leurs enfants, ils sont... On n'est même pas franco-israéliens, parce qu'ils ont même des fois du mal à comprendre le français, tellement ils sont intégrés. Donc il ne faut pas avoir peur. Maintenant, peut-être qu'il y a une logique, il ne faut pas le prendre mal, de génération sacrifiée. C'est-à-dire qu'il y a une génération qui va être dans la difficulté, comme nos parents. La vérité, ils sont rentrés d'Algérie, bon, ils n'étaient pas vraiment français dans l'esprit, ils n'avaient pas étudié Victor Hugo, ils ne connaissaient pas. Et leurs enfants, ils se sont bien intégrés. Donc il y a une génération comme ça. De la même manière, on voit dans cet alia-là, des gens qui restent un peu sur le côté, qui ne sont pas à 100% intégrés, comme tu dis, qu'ils n'arrivent pas à lire le journal. Mais après, c'est aussi une logique de dynamique. Une fois, une tante, elle m'avait fait cette expression. Elle m'avait dit, tu sais, moi, quand on est arrivé d'Algérie et qu'on est arrivé à Dimona, elle a dit, j'ai pas voulu rester avec les Français. J'ai été dans une usine avec des Israéliens et j'ai crevé. Mais au bout d'un an, je parlais parfaitement l'hébreu. Donc il y a une logique de s'immerger. Mais on ne peut pas se préserver à Natania avec des gens qui ne parlent jamais hébreu de toute l'année, ouais, et après de leurs enfants. Mais de toute façon, comme il a dit Laura, les enfants, ils vont. D'accord, je vais vous dire pire encore. Un copain à moi, au bout d'un an, ses enfants étaient parfaitement israéliens, et lui, il avait encore du mal un peu avec l'hébreu. Et les enfants, il entend ces enfants qui parlent avec leurs copains, et le gosse, son fils à lui, il dit à son copain, il dit à Tsarfati Azé, l'homme Vinklou. Ce français-là, il parlait de son père. Ou l'homme Vinklou, il ne comprend rien, tu peux dire n'importe quoi, c'est pas grave. Donc c'est vrai qu'il y a cette réalité, mais encore une fois, peut-être que ça s'appelle la génération sacrifiée. C'est que quand on passe d'un statut à un autre, oui, où tu vois vraiment, encore une fois, dans tous les milieux, des milieux religieux, des milieux d'antinomie, des milieux pas religieux, où les gens, quand ils sont vraiment à fond, ils s'intègrent. Il ne faut pas avoir peur, ils sont israéliens. Mais, comme il a voulu dire Laura, ça ne doit pas être au détriment de ce que tu peux apporter en plus. Oui, c'est comme quand dans une salade, tu as des avocats, tu as du citron, tu as du poivron. C'est pas la peine de tout hacher pour faire un truc comme ça, une espèce de mélange bizarre. Non, laisse chaque légume avec son goût et tu vas l'apprécier. Donc, fais le plaisir et fais la différence. Et le plaisir de la différence laisse la preuve. C'est que les Israéliens, ils veulent de la pâtisserie française. Ils veulent un chef qui cuisine à la patos, mais presque. Ouais. Ils veulent du vin de Bourgogne. Tu dis, mais non, vous avez des vins extraordinaires, Benjamina. Non. Ouais. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent ta spécificité et toi, tu veux perdre la tienne pour faire partie d'eux. C'est à l'envers. Merci beaucoup. Une question, on conclut là. Une question devant. Il y avait une question. Un peu femme, normal. Bonsoir et merci pour ces échanges. Moi j'ai une question sur le peuple juif. Est-ce qu'il a une vocation d'atterrir en Israël finalement? Ou est-ce que dans l'histoire, le juif il a toujours eu une place un peu à part dans les sociétés dans lesquelles les sociétés qu'il a intégrées, les juifs errants, ils véhiculent des valeurs, etc. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un rôle à jouer finalement toujours dans les autres pays? Il y a une Gemara qui dit, la suivante, c'est un enseignement qui nous dit Chesed Gadol Asak Hashem Israël chez Pizran Ben Ha'akoum, Kedé chez Istafko L'Engari. Traduction. Dieu a fait des bienfaits au peuple d'Israël en les dispersant parmi les nations, afin que sa grègue au peuple juif les convertit. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, oui, le clan d'Israël, parce que l'histoire
fait que nous nous retrouvons un petit peu partout, eh bien, il y a autre chose, il y a ce que j'appellerais une méta-histoire qui se joue derrière. Quand la Torah était proposée au peuple juif, il l'a accepté. Quand elle était proposée aux nations du monde, des individualités l'ont accepté. Ces individualités, on va devoir les retrouver tout au long de l'histoire, dans les différents lieux dans lesquels on se trouve. Et donc, oui, en effet, la fonction du peuple juif, là où il se trouve, c'est de faire en telle sorte que ces neshamot individuels s'inscrivent à nouveau dans le projet, et aussi, évidemment, pour pouvoir apporter quelque chose aux univers dans lesquels on se trouve. À partir de là, de manière ultime, et c'est ce qu'on fait tous les jours dans la fila, c'est-à-dire que la finalité absolue, c'est le Klal Israël sur sa terre. Sous quelle forme, c'est encore une autre question. Est-ce que Jérusalem sera la terre d'Israël et que la terre d'Israël sera du Nil à l'Euphrate voire plus? Wait and see, on verra bien. Mais à partir du moment, et le Rabbi Lubavitch disait la chose suivante: là où tu te trouves, pose-toi une question. Quelle est la mission que je dois remplir à ce moment T? Point. C'est tout. À partir de là, se dire il est nécessaire d'être en galoute, non, clairement non. Mais puisqu'on y est, alors on a quelque chose à y faire. Et je pense qu'on essaie de le remettre sur le truc, après de réfléchir et à quel moment on fait ce switch. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à ta question, mais de manière ultime, ça permet de faire venir dans le Klal Israël toutes les neshamot. Ça permet, comme on l'a vu tout à l'heure, de se nourrir de toute leur génialité. Ça permet aussi de faire passer une forme de message sur le regard que Dieu porte, sur ce que doit être l'humanité à travers ce qu'on essaye d'être. Mais après, il ne faut pas avoir peur de se laisser porter par les aides de l'histoire et de l'espoir. Ça va? Vous n'êtes pas fatigué? Je crois que, évidemment que là où on est, on a un rôle à jouer. Et encore une fois, tout dépend où est-ce qu'on met la barre. Si on est dans une logique qu'un juif, il est là pour sanctifier le nom divin, c'est ça le projet, d'accord? C'est-à-dire qu'il va faire se révéler Hachem là où il est. Si on fait ça, si on est dans cette logique-là, c'est sûr que Israël, c'est beaucoup plus puissant que ce qu'on peut faire en dehors. Mais, selon où on se trouve, dans la période dans laquelle on se trouve, alors c'est cet objectif qu'on doit avoir là où on est. Donc quand dans un travail entouré de personnes non juives, je vais avoir un comportement parfait, j'ai fait un travail. Quand je vais faire un discours, comme sûrement le Rav Lemel, qui est apprécié par des gens sur Internet, qui ne sont pas du tout de la confession, mais qui vont dire, voilà de la sagesse, voilà de l'intelligence, ça fait aussi partie de ce projet. Donc quand on traverse la rue et que les gens nous demandent de faire un selfie au nom des amitiés judéo-musulmanes, ouais, ça veut dire que ça fait partie de ce projet. Il dit que là où on est, on doit grandir le nom d'Hachem. C'est ça le projet. Mais c'est vrai, encore une fois, que si tu peux faire grandir le nom d'Hachem ici, alors tu peux le faire aussi en Israël. Mais, comme il a expliqué, il y a une notion un peu de sécurité qui fait que les gens se relâchent, d'accord? Et que peut-être ils vont perdre ce projet-là, parce que des fois, ils confondent l'idéal avec la géographie. D'accord? Ils confondent le Sefer Torah avec le bleu et blanc. Mais moi, ce que je veux dire, c'est que vous savez, chaque semaine, malheureusement, on nous envoie les photos des soldats qui sont morts à Gaza, au Liban. Et la vérité, je suis pas très sensible de nature, mais chaque photo, elle me fait pleurer. Parce que je vois ces têtes-là, des tzadikim, je parle avec des gens qui me racontent des Golani, qui partagent des Mishnayot, qui font le Krat Shema avant de partir en mission, qui se débrouillent pour étudier la Torah à Gaza, pour prier Bet Sibour, qu'avant de partir, ils font le Krat Shema. Ça veut dire que c'est des niveaux incroyables. Oui, et pas forcément des gens très religieux, des gens qui ont grandi dans le milieu des yeshivot. Mais cet idéal-là, encore une fois, même s'il est créé par des circonstances horribles qui s'appellent la guerre,
mais il a quand même produit ce type de diamant. Rappelez-vous que le diamant, ce sont des charbons de bois qui ont subi des pressions et de la chaleur à un niveau incroyable. Ça va? Donc des fois, il faut de la pression pour fabriquer des diamants. Parce que c'est des gens de 19, 20 ans, 21 ans. Et moi je te dis, j'ai parlé avec des gens, mais j'avais honte. Qu'est-ce que j'ai l'impression d'être inutile, tellement ils sont dans une logique de Kiddush Hashem. C'est-à-dire que c'est même pas une guerre, on dit une guerre existentielle, une guerre de protection, c'est une guerre spirituelle. Je vous dis, ils y vont avec l'esprit de Shabbat, avec l'esprit du Kriyat Shema, avec l'esprit de la Torah. Vous savez que l'armée distribue des traités de Talmud divisés pour que tout le monde étudie. Je ne sais pas si vous... Ouais. Et qu'il y ait des dizaines et des centaines de milliers de Talit Katan qui ont été offerts. Ici on en a un, là il en a offert 10 000. Voilà. Et que même les soldats non religieux, ils te disent, je veux le gilet pare-balles. C'est le Talit Katan. Et que l'armée a imposé que ça soit vert, parce que blanc c'était trop voyant. Et ils veulent mettre la kippa, même celui qui ne fait pas un Shabbat, parce qu'il appelle aussi le deuxième casque. Donc si tu réfléchis bien, encore une fois, au-delà de la menace, au-delà du Hezbollah, ce qui est en train de se passer, c'est un phénomène au niveau spirituel. Et ça a été créé par quoi? Par une pression incroyable qui s'appelle la guerre. Donc des fois, pour fabriquer ce genre de diamant, il faut des pressions incroyables. Et ça, c'est vrai que c'est plus difficile de le faire ici. Mais d'un autre côté, si quelqu'un est capable d'aller, quand il y avait des bagarres à Sciences Po, je voulais aller avec le talit et les tefilines et aller à la manif, moi. M'asseoir pour dire, voir qu'est-ce qui va se passer. Vous avez compris ou non? Ça veut dire qu'on est en provocation de se dire, mais jusqu'où elle va mon identité? Donc pour ça qu'on a un rôle à jouer ici et il faut le faire. Il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. Il faut s'assumer, d'accord? Et encore une fois, dans un esprit, pas de dire je vais m'imposer, je vais faire la bagarre, non, je vais sanctifier le nom d'Hachem là où je suis. Ouais. Et quand j'ai commencé, encore une fois, à le faire ici, je vais continuer à le faire là-bas. Et ça se passera très bien.